Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct. L'édition de la mi-journée, 12h30, 13h, et la grande édition du soir, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le débat. Et oui, les investisseurs, eux aussi, sont focalisés sur le premier débat qui interviendra alors dans la nuit pour nous en France entre Donald Trump et Joe Biden. Pas certain que beaucoup d'éléments significatifs, pertinents pour les marchés ressortent de ce débat, mais oui, c'est un thème politique qui mérite forcément beaucoup d'attention de la part des investisseurs. Et donc, dans l'attente de ce débat, le marché marque une pause après une séance assez dynamique hier, puisqu'on a gagné plus de 2% sur les actions européennes. Ça retombe un peu aujourd'hui, mais le CAC 40 se maintient à la mi-journée à l'équilibre. Vous aurez toutes les infos clés résumées dans un instant par Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le dossier Veolia Suez qui entre peut-être dans la dernière ligne droite à 24 heures de la deadline qui a été fixée pour accepter ou non l'offre de Veolia. La pression est forte. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, recommandait ce matin de ne pas se précipiter. Néanmoins, du côté de Veolia et du côté d'Engie, on est pressé de boucler cette affaire. Veolia qui doit remettre dans les prochaines heures, d'ici demain en tout cas, une nouvelle offre améliorée auprès d'Engie pour le rachat de sa participation d'un peu moins de 30% dans Suez. Et puis au sujet des opérations de marché, on notera une nouvelle introduction en bourse importante à suivre cet après-midi sur le New York Stock Exchange à Wall Street. L'introduction en bourse de Palantir, un spécialiste de l'analyse des masses de données qui circulent autour de nous. Le raffinage de données, c'est le métier de Palantir qui pourrait peser jusqu'à 22 milliards de dollars cet après-midi sur le marché américain, avec, ne le négligeons pas quand même, un risque de controverse presque structurelle dans les activités de Palantir, et son directeur général ne s'en cache pas. Nos clients, ce sont les services de renseignement, les armées, les services de police. Je cite le directeur général de Palantir lors des présentations qui ont été faites aux investisseurs interrogés sur ce risque de controverse qui est dans les documents préalables à l'introduction en bourse. Notre logiciel, oui, sert parfois à tuer des gens. Voilà ce qu'admet ouvertement le directeur général de Palantir, qui sera néanmoins l'opération de marché à suivre cet après-midi au New York Stock Exchange. Séance calme en Europe à mi-journée. On fait le point avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le CAC 40 est toujours dans le rouge à la mi-journée. Le rebond d'hier sur les places de marché européennes ayant à présent laissé place à une prise de bénéfices de la part des investisseurs. Des investisseurs qui se montrent assez peu sensibles à l'annonce de la proposition d'un nouveau plan de relance aux États-Unis. Le nouveau plan proposé par les démocrates s'élève à 2200 milliards de dollars. Selon Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, ce plan constitue un compromis qui permettra de réduire le coût des aides économiques. Nancy Pelosi qui a débattu hier avec le secrétaire américain au Trésor, Steve Mnuchin, et qui devrait normalement recommencer aujourd'hui. Si les marchés réagissent assez peu à cette nouvelle qui montre pourtant une avancée dans un dossier attendu depuis des semaines par tous, c'est parce que les investisseurs se montrent attentistes avant le débat télévisé entre Donald Trump et Joe Biden qui se tiendra ce soir à 3h du matin, heure française. Un débat qui ne devrait pas manquer de soulever la question de la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement Trump, ainsi que les révélations récentes du New York Times sur le montant d'impôts payés par Donald Trump ces dernières années. Les investisseurs qui continuent également de suivre l'évolution de la pandémie. Après l'annonce d'un total de 500 000 personnes contaminées en France, l'université Johns Hopkins mentionne, elle, 1 million de décès à travers le monde dus à la Covid-19, un chiffre qui pourrait être largement sous-estimé selon plusieurs experts. En France, le moral reste cependant stable. Selon l'INSEE, la confiance des ménages reste à son niveau d'août pour le mois de septembre, à savoir à 95. L'indicateur qui mesure l'opinion des ménages sur leur situation financière future reste cependant sous sa moyenne de long terme située à 100. Les ménages français considérant toujours qu'il est préférable d'épargner actuellement, notamment en raison de craintes vis-à-vis de l'emploi. Côté valeur à présent, HSBC souhaite céder sa banque de détail en France au fonds Cerberus associé à un autre fonds. Une cession pour 1 euro symbolique mais qui impliquerait qu'HSBC recapitalise entièrement la société à hauteur de 500 millions d'euros. HSBC qui espère que la cession de ses activités françaises interviendra d'ici la fin de l'année.
Fnac Darty a annoncé de son côté être entré en négociation exclusive avec Mirage Retail Group afin de lui céder l'intégralité de sa filiale néerlandaise BCC pour un prix symbolique. Quant à Tarkett, il bondit depuis le début de la matinée alors que le spécialiste des revêtements de sol a fait savoir qu'il anticipait des résultats annuels supérieurs aux attentes du marché. Une estimation faite compte tenu de ses niveaux d'activité actuels, mais aussi en prenant en compte la stratégie de réduction de coûts initiée par l'entreprise au début du troisième trimestre. Et dans le feuilleton Engie Suez Veolia, le fonds Amber, actionnaire d'Engie, exhorte son conseil d'administration à prendre une décision définitive d'ici mercredi vis-à-vis de l'offre de Veolia. Le fonds Amber qui estime que l'opportunité est unique. Engie, de son côté, pointe le risque de ne pas voir d'autres offres arriver si jamais il laisse passer celle de Veolia. Auditionné par l'Assemblée nationale, le président d'Engie, Jean-Pierre Clamadieu, a fait part de sa déception de ne pas recevoir d'offres alternatives de Suez, tout en confirmant être convaincu par la solidité du projet de Veolia. Engie qui rendra sa décision mercredi. Et enfin, l'État français, qui a lui aussi son mot à dire dans cette affaire, a pour le moment déclaré qu'il ne céderait à aucune pression pour prendre une décision dès mercredi et a appelé les deux parties à prendre le temps. Et on finit avec Peugeot et Fiat Chrysler qui ont de leur côté dévoilé ce matin le conseil d'administration de Stellantis, la nouvelle entité née de leur rapprochement. Parmi les 11 administrateurs figurent les dirigeants des deux groupes évidemment, mais aussi Nicolas Dufour, le DG de BPI France, ou encore Henri de Castres, l'ancien PDG d'AXA, ainsi que Andrea Agnelli qui dirige la Juventus de Turin. Nicolas Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart et dans les éditions Smart Bourse à la mi-journée 12h30 et le soir 18h30 pour vous livrer, vous rapporter les infos clés de marché. Séance calme pour l'instant en Europe en attendant l'ouverture de Wall Street cet après-midi. Le bilan du mois de septembre et les perspectives à venir pour les investisseurs, on en parle à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart avec Laetitia Baldeschi avec nous par téléphone, responsable des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Laetitia. Bonjour, merci Grégoire. beaucoup d'être avec nous. Oui, un mot quand même de ce mois de septembre, alors qu'a marqué peut-être une rupture par rapport au mois précédent, une dynamique de marché un peu plus heurtée, avec quand même une correction du Nasdaq qui a marqué un peu les esprits au début du mois de septembre, comme on ne l'avait plus vu alors depuis la crise de marché de février-mars, mais une correction de 10% et plus pour le Nasdaq. Qu'est-ce que vous retenez de ce mois ? Est-ce que les hiérarchies sectorielles, les dynamiques de marché ont évolué, Laetitia ? Oui, effectivement, le mois de septembre a marqué une rupture après un été finalement assez calme. C'est le retour de la volatilité lié à un regain d'incertitude assez marqué et les marchés en général n'aiment pas l'incertitude. Ça, on le remarque à chaque fois. Alors l'incertitude, elle vient pour beaucoup de l'évolution de la pandémie dans le monde. Le retour d'une augmentation des cas, notamment en Europe, puis aux États-Unis, dans une moindre mesure, fait craindre et s'est manifesté bien évidemment concrètement par un retour des mesures de distanciation sociale et de restriction d'activité, et tout ceci évidemment pèse sur une dynamique future de reprise et donc inquiète les marchés. À cela, eh bien, on doit ajouter qu'on a des nouvelles positives sur les vaccins, ou le traitement, comme on nous l'a annoncé ce matin, mais on a le sentiment que ce n'est pas pour tout de suite, donc le marché doit gérer cette période d'attente. Et puis, peut-être pour finaliser tout ce petit panorama, le manque de concrétisation d'avancées claires et nettes sur un nouveau plan de soutien budgétaire aux États-Unis. Et tout ceci mis bout à bout a freiné les anticipations de reprise et l'ampleur de la dynamique de reprise, je dirais, pour les prochains mois. Et donc c'est ceci qui pénalise pour beaucoup les marchés. Alors on a pu voir que finalement, eh bien, les investisseurs ont pris leur profit sur tout ce qui avait bien fonctionné jusque-là, et d'où l'évolution assez heurtée du Nasdaq, puisque quand même on avait pu observer notamment la bonne performance des GAFA, mais pas que. Et puis, sectoriellement, on
on a pu observer donc des baisses dans l'énergie, les utilities, les télécoms et la consommation cyclique. Voilà, bon, à peu près si on regarde sur les marchés mondiaux. Et puis en revanche, d'autres secteurs qui avaient moins progressé, bien moins, et c'est rien de le dire, comme les industriels ou les matériaux, eux ont finalement en relatif un peu mieux tenu sur le mois de septembre. Dans les points clés que vous citez, Laetitia, la poursuite, la prolongation des mesures de soutien, qu'elles soient monétaires de la part des banques centrales, qu'elles soient budgétaires de la part des États et de gouvernements, ça reste une nourriture clé, fondamentale là, pour les investisseurs, malgré tout ce qui a déjà été fait, hein, je précise, Laetitia. Oui, il me semble que du côté des banques centrales, on a ce discours rappelé sans arrêt par les grandes banques centrales qu'elles seront là et qu'elles veilleront à ce qu'il n'y ait pas de problème de financement. Donc de ce côté-là, on est assez rassurés. Mais comme elles le disent, elles ont fait tout ce qu'elles pouvaient faire. Et en gros, le gros du travail reste à être amené par les politiques et notamment par l'outil budgétaire. Alors on a vu qu'en Europe, il s'est mis en route, même si on sait qu'avec l'Europe, il y aura sûrement des à-coups, notamment dans l'adoption finale du plan de relance. Mais les différents États publient des budgets qui sont tous accommodants et qui vont accompagner cette phase de reprise de l'activité. Côté américain, eh bien, on est dans cette période assez floue, donc d'une transition ou pas politique, et donc il n'y a pas d'avancée, et on voit que les deux donateurs ne sont pas de nature économique, mais de nature politique, donc ingérable pour les marchés. Ouais. Avec un risque politique américain qui pourrait perdurer au-delà de l'élection du 3 novembre. Et c'est ce que vous mettez en avant dans vos scénarios de risque que vous réajustez régulièrement, Laetitia. Mais le risque de blocage américain, blocage politique, y compris au Congrès, il pourrait s'étendre bien au-delà du 3 novembre. Tout à fait. Nous avons dû réajuster notre scénario central en prenant en compte ce risque politique américain. Nous avons été jusqu'à le qualifier d'élection américaine chaotique, au sens où on pourrait finalement ne pas avoir les résultats le 3 novembre, ou avoir des résultats partiels qui seraient démentis ultérieurement avec le dépouillement des votes par correspondance. Donc tout ceci entraîne un climat d'incertitude majeure. Quand on a les déclarations du président Trump qui n'est pas très enclin à vouloir laisser la place si d'aventure il perdait, tout ceci accrédite d'un climat d'incertitude accru, et surtout quand on rajoute évidemment l'épisode de la semaine dernière sur la nouvelle nomination d'un nouveau juge à la Cour suprême, qui fait basculer vraiment cette Cour suprême côté conservateur, et donc et qu'on sait que cette Cour suprême sera le dernier recours pour valider le résultat des élections présidentielles, et bien tout ceci vient ajouter aux inquiétudes et à justement parler des marchés et des investisseurs sur ces marchés. Donc on est un petit peu contraint par ce scénario-là. Après, si évidemment on a un résultat, je dirais, tranché, avec, mettons, une victoire de Biden et des démocrates, y compris au Sénat, alors là, on pourrait se projeter sur quelque chose de différent. Mais attention, là encore, on n'est pas sûr que ce soit finalement très favorable à moyen terme au marché, puisque si on regarde le programme de Joe Biden, il envisage des hausses d'impôts, notamment pour les sociétés, et donc tout ceci est toujours un climat un peu moins favorable au marché. Merci beaucoup Laetitia, merci pour vos remarques du jour sur la situation de marché. Les équipes de CPR Asset Management qui sont avec nous par téléphone chaque mardi dans Smart Bourse sur Bismart. Laetitia Baldeschi, en l'occurrence responsable des études et de la stratégie de CPR AM. Et on prolonge cette demi-heure, ce quart d'heure américain avec Thierry Gill à mes côtés, en plateau, le directeur général de Raymond James à Paris. Bonjour et bienvenue Thierry. Bonjour Edouard. On va parler de la politique évidemment, mais un mot quand même du dossier sanitaire. Aux États-Unis, c'est vrai qu'en Europe, on a l'impression que les politiques de santé publique sont en train de se resserrer à nouveau un petit peu au fur et à mesure de la reprise de l'épidémie localement. Quelle est la situation aux États-Unis aujourd'hui ? Ça s'améliore.
globalement. Le chiffre clé qu'on regarde beaucoup aux États-Unis, c'est le taux de positivité, le nombre de cas ramené à 100 000 personnes. On est sur des niveaux d'à peu près 5,2%. 5% pardon, depuis hier, 5,2% la semaine d'avant. Ça se stabilise. Je vous rappelle qu'en France, on est au-delà de 7. Le nombre d'hospitalisations a fait un plateau. Le nombre de décès a diminué d'à peu plus de 4%. Donc ça va mieux. Ceci peut en partie s'expliquer sur le fait que les Américains sont rentrés de vacances fin juillet, un mois plus tôt que les Européens. Et donc, on assiste un petit peu à une renormalisation et des phénomènes de distanciation sociale. Autre chiffre peut-être à retenir, c'est assez étonnant, mais dans l'État de New York, dans la ville de New York, le taux de positivité est en dessous de 1%. Ah. Donc, un sujet un peu moins présent peut-être d'ailleurs dans la campagne électorale américaine, hein, si on fait le lien avec le débat qui se tiendra ce soir entre Donald Trump et Joe Biden, Thierry. Il sera présent, parce que très clairement, on peut difficilement imaginer que Biden ne cherche pas à incriminer la façon dont Trump a géré la situation sanitaire, et ça sera abordé. Mais globalement, les Américains sont un peu moins les mauvais élèves qu'ils avaient pu être encore au début de l'été dernier. Bon, quels sont les enjeux de ce premier débat ? Il y en aura 3, hein, c'est ça, entre les candidats Trump et Biden. Premier débat ce soir. Premier débat ce soir. Les deux autres, ça sera le 15 et le 22 octobre prochain, entrecoupé d'un débat entre les vice-présidents. C'est important. La question surtout pour Biden est de savoir s'il sera en mesure de faire face au monstre, si je peux l'appeler comme ça, Trump dans sa manière de communiquer et de jouer avec l'information et les écrans. Il le sait très bien. Donc on sera fixé demain. C'est un format assez court. C'est un format de 90 minutes. Les débats seront en partie conduits par un des journalistes stars de Fox News, Chris Wallace, qui avait déjà mené des débats il y a très longtemps, lorsque Obama s'était présenté pour le deuxième mandat à l'époque. Donc c'est quelqu'un qui, a priori, tout en étant de Fox News, est plutôt assez ouvert et constructif. Acceptable également par le camp démocrate. C'est ce que vous voulez dire. Accepté, bien évidemment. Acceptable et accepté par le camp démocrate. Acceptable, absolument. Et voilà, et les sujets sont déjà connus à l'avance. Ouais. Alors, bon... les opinions politiques américaines sont tellement polarisées aujourd'hui que la question c'est est-ce qu'il y a des éléments pertinents pour le marché qui peuvent ressortir de ce débat, Thierry ? Des éléments pertinents, je pense que les sujets qui vont être abordés, ça va être bien évidemment le côté sanitaire, qui est une première chose. Il y aura bien évidemment la nomination ou la proposition rapide du président américain de remplacer Ruth Ginsburg la semaine dernière à la tête de la Cour suprême par ce juge Barrett, avec une idée bien évidemment derrière la tête qui consiste à ce que, comme l'a dit Laetitia juste avant, si en dernier ressort, si une décision va tomber, ça sera du côté de la Cour suprême. Et il ne serait pas... A priori, aujourd'hui, on s'attend à ce que le vote ne soit pas forcément connu le 3 au soir. Il y aura probablement des incertitudes, on pourra en reparler. Voilà, donc oui, il y aura des incertitudes. Bon, on verra effectivement la teneur de ce débat ce soir. Si, dans l'actualité également, alors il y a la question des finances personnelles de Donald Trump qui tombe à point nommé après les révélations du New York Times quelques jours avant ce premier débat. Je me souviens qu'en 2016, ça avait été très vite un non-sujet pour Donald Trump vis-à-vis de sa base et de son électorat. Il y avait déjà eu quelques révélations, premières révélations. Il avait balayé ça d'un revers de main en disant, regardez, si j'arrive à ne pas payer d'impôts, c'est que je suis plus malin que les autres. Et c'était passé crème, si vous me passez l'expression, Thierry. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Est-ce qu'il a toujours cette capacité-là, Donald Trump ? On s'est habitué au personnage. Ou est-ce que quand même, après un premier mandat, qui n'a pas été facile, forcément, est-ce que sa base pourrait, d'une certaine manière, lui tenir rigueur, peut-être, de cette question de finances personnelles ? Alors j'ai vu ce matin sur une chaîne américaine la campagne de presse qui est en train de mettre en place les démocrates. Et c'est assez étonnant par rapport aux $750 d'impôts qu'aurait payé sur 2016 et 2017 Trump. La campagne qui est menée par les démocrates est d'afficher des gens comme vous et moi, des gens de tous les jours, avec les montants en milliers de dollars d'impôts qu'ils payent. C'est assez étonnant. Le prof, le coiffeur, le chauffeur de taxi. Alors, moi, il ne m'appartient pas de juger et de savoir si Trump ou si ses conseillers fiscaux ont été assez malins, parce que dans une activité immobilière, vous avez bien évidemment la capacité de faire jouer des pertes face à ou des charges financières par rapport à vos revenus. La seule chose que je considère, c'est qu'à tout du moins, il aurait pu tuer le problème dans l'œuf. Depuis 4 ans, en fait, il prétend qu'il y a un audit de ses comptes personnels.
la durée est quand même longue. Et il était de tradition que ceux qui prétendent à l'investiture suprême ouvrent leurs livres financiers de manière à mettre fin à tout débat sur d'éventuelles fraudes. Il ne l'a pas fait. Donc cette suspicion qui en plus se nourrit du fait que c'est quelqu'un qui transgresse les règles ne risque peut-être de lui porter préjudice. Mais encore une fois, ça vient du New York Times, journal plutôt considéré pro-démocrate comme le Washington Post. Et effectivement, il aura beau jeu éventuellement ce soir de dire que c'est parti pris. Bon, on verra si la polarisation fait qu'effectivement c'est un non-sujet pour les électeurs de Donald Trump. À l'issue de ce débat ce soir, ce sera intéressant évidemment à suivre autour de 3h du matin, heure française, pour ceux qui voudraient s'amuser à suivre en direct ce débat entre Trump et Biden ce soir. Si on se projette un petit peu au-delà de l'élection, c'est ce qu'on faisait avec Laetitia, ce qu'on a commencé à faire avec vous, Thierry, comment vous évaluez le risque effectivement d'un scénario de blocage qui pourrait être très sombre pour les marchés? Combien de temps ça peut durer, jusqu'où ça peut nous mener si jamais effectivement on est dans une guerre post-vote entre le camp démocrate et le camp républicain? Alors, en quelques mots, ce que disent nos stratégistes, c'est qu'en fait, il ne faut pas essayer de construire un portefeuille en fonction du résultat des élections. Ça, c'est le premier point. En général, les politiques passent, mais l'économie, c'est ce qui importe le plus. Donc aujourd'hui, oui, on sait qu'il y aura des hausses d'impôts voulues par Biden en cas d'élection. Reste à savoir, est-ce que ça sera vraiment négatif pour les marchés? D'un autre côté, avec quelqu'un comme Biden, vous avez plus de visibilité dans les relations internationales qui peuvent compenser éventuellement des hausses d'impôts. La clé est de savoir encore une fois si la victoire éventuellement de Biden, qui est notre scénario, sera de manière large ou pas. Et puis, est-ce qu'il va emporter le Sénat ou pas, qui est à majorité républicaine? Aujourd'hui, pour faire l'histoire un petit peu courte, c'est un collège électoral, il y a 540 grands électeurs, et nommé président celui qui emporte 270 plus une voix, et qu'aujourd'hui, vous avez donc 6 États considérés comme balance, les fameux swing states. 4 de ces 6 États, Biden a une avance assez confortable. Il a entre 5 et 7 points d'avance et ça bouge pas trop depuis la fin juillet. C'est assez stable. Vous avez 2 États qui sont assez resserrés, la Caroline du Nord et la Floride. C'est important. Si Trump les gagne, c'est certes important, mais ces 6 États qu'il avait emportés en 2016, il les a tous perdus en 2018. Sauf que là, on vote pour le président, c'est très intuitif personné. S'il n'en remporte que 2 sur 6, potentiellement, ça nous paraît compliqué que Trump puisse gagner ces élections. Ah oui. Voilà où on en est un petit peu aujourd'hui. Donc nous, on ne ferait pas d'arbitrage forcément important en fonction du résultat des élections. Ce qui nous apporte beaucoup, c'est l'avancée des discussions actuellement qui a lieu actuellement entre Nancy Pelosi, qui est la chef de file des démocrates à la Chambre des représentants, avec Mnuchin, donc qui représente la Maison-Blanche, pour un 4e plan fiscal. Ça, c'est important. En date de ce matin, il semblerait que les discussions aient repris, chacun ait revu un petit peu sa copie, mais il y a toujours, les démocrates proposent un plan d'aide de 2,2 trillions, les républicains étaient à 1 trillion, ils sont montés à 1,5. À 1,5, Trump donne son accord, il y a toujours 700 milliards d'écart. Je ne sais pas s'il y aura un accord dans les tout prochains jours, probablement dans le courant du mois d'octobre. Ah oui, donc quand même, un accord avant l'élection sur le plan de relance budgétaire, c'est encore possible, probable, vous dites. C'est possible et c'est probable. Je prends un exemple. Si vous prenez le secteur aérien, par exemple, c'est un secteur qui a fait l'objet d'aides massives lors du premier plan d'aide aux États-Unis, 35 milliards de dollars. D'ici quelques semaines, les grandes compagnies aériennes américaines, Delta Airlines, United, n'auront plus de ressources. Ils ont déjà menacé que s'il n'y avait pas de nouvelles aides, c'est des dizaines de milliers d'emplois qui seraient supprimés. Attendre le 3 novembre, c'est prendre un risque important. Et quel est le parti qui va vouloir prendre le pari de ne pas accompagner et de porter le poids politique face à une échéance aussi importante que la présidentielle? C'est pour ça que mes analystes pensent qu'il y a une chance, mais aucune certitude. Même dans une logique d'opposition, pour les démocrates, ce serait compliqué pour Nancy Pelosi de ne pas chercher à tout prix un compromis quand même avant le 3 novembre. Alors, c'est même les démocrates qui, en fait, sont le plus en avant dans la volonté d'un accord. C'est les républicains qui, au contraire, freinent un peu pour l'instant. Il nous reste 3 minutes pour parler de l'immobilier, Thierry. Aux États-Unis, en Amérique du Nord, vous avez une forte conviction chez Raymond James qu'il y a un thème d'investissement très important, alors pas lié forcément à l'élection présidentielle, mais plutôt lié à la crise sanitaire et aux conséquences de la crise sanitaire sur les comportements des Américains. Oui, c'est l'effet dérivé en fait du Covid et bien évidemment sur la thématique du travail à domicile, du work from home. Et en fait, ce que disent nos analystes, c'est qu'actuellement, c'est un mouvement qui pourrait devenir une espèce de nouvelle norme, même si dans les prochains mois, nous trouvons un vaccin. Aux États-Unis, il y a un peu plus de 330 millions d'Américains qui sont répartis dans à peu près
130 millions de foyers, 80 millions de maisons, 50 millions d'appartements. Et selon les données publiées par le BLS, par le Bureau des Labour Statistics aux États-Unis, 44% de ce nombre de foyers, soit à peu près 55 millions de foyers américains, seraient susceptibles de travailler à domicile. Si vous prenez... Ils sont en capacité, ce sont des foyers qui ont les métiers qui peuvent leur permettre de travailler à domicile structurellement. Oui, c'est ce que dit en tout cas le BLS. Ah ouais. Moi, je n'ai pas lu l'étude directement. Non, mais 55 millions de foyers capables de structurellement travailler à la maison. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est que si vous prenez seulement 5% des gens, et on parle surtout des cols blancs, bien évidemment, dans les grandes villes, qui seraient éventuellement amenés à vouloir travailler plus de chez eux, même dans une période post-Covid-19, vous parlez peu ou prou d'à peu près 3 millions de maisons qui seraient à construire. Or, quand on sait que la capacité de fabrication des maisons américaines aujourd'hui est assez limitée, elle est d'1,5 million par an, on considère qu'on a virtuellement une visibilité sur les 5 prochaines années dans l'immobilier nord-américain, parce que si vous quittez des grandes villes pour vous installer à la campagne ou en province, forcément, vous n'allez pas retourner dans les appartements, vous allez vouloir habiter dans des single-family homes, dans des maisons. Et c'est ce qui rend notre call assez positif sur cette thématique sur les prochaines années. Oui, et quel que soit le vainqueur de cette élection présidentielle. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se décorrèle quand même c'est le but. Du cycle politique, c'est ça. L'immobilier nord-américain, le thème de la maison, effectivement, là, qui est un thème de marché à exploiter selon les analyses de Raymond James. Merci beaucoup Thierry, merci d'avoir été avec nous. Merci. On va vous revoir régulièrement d'ici l'élection du 3 novembre et sans doute au-delà. Thierry Gill avec nous à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart, le directeur général de Raymond James en France. Séance calme à la mi-journée sur les marchés européens. On se retrouve ce soir 18h30 pour la grande édition du soir en direct pendant 1 heure.